Les petites et moyennes entreprises sont et resteront des moteurs essentiels dans la croissance économique et la création d'emplois en Afrique subsaharienne. Mais leur taux élevé de mortalité constitue un handicap qui suscite de nombreuses interrogations. Au Cameroun, par exemple, le taux de mortalité des PME est estimé à plus de 70% selon les résultats d'une étude menée en 2016 par le Centre d'analyse et de recherche sur les politiques économiques et sociales. Pendant ce temps, au Bénin, on note que la durée de vie des petites entreprises privées locales varie entre 2 et 5 ans. Une situation qui varie en fonction des réalités des différents pays africains au sud du Sahara. Mais quelles sont les raisons qui expliquent ce faible taux de survie des jeunes entreprises sur le continent ? Peut-on y remédier compte tenu des réalités économiques actuelles? Si oui, quelles pourraient être les mesures ou stratégies pour améliorer la longévité des PME en Afrique? Merci à tous de prendre une fois encore le rendez-vous de l'économie sur SICA. La discussion, c'est maintenant et c'est juste après ceci. La survie des PME en Afrique subsaharienne en question. Pour en parler, j'accueille sur ce plateau Mathieu Poyon. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes expert en développement des entreprises. Merci d'être avec nous. Également avec nous, Rodrigue Raoul Rustico. Bonjour. Bonjour, cher ami. Fiscaliste auditeur comptable senior. Vous êtes également l'associé gérant du cabinet Phoenix Management au Bénin. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, la très faible espérance de vie des petites et moyennes entreprises en Afrique, c'est connu. Les petites entreprises africaines ont au plus entre 3 à 4 années de durée de vie après leur création. Alors, déjà, quand on parle de PME, de quoi s'agit-il concrètement? Merci. PME, PMI, selon la définition de la charte des entreprises, c'est toute entreprise légalement constituée qui tient une comptabilité, qui a eu un chiffre d'affaires entre 5 et 50 millions et avec un investissement de 5 à 500 millions et avec des employés entre 5 et 99 millions. Et après, on fait... 5 et 99 employés. 99 employés. Et après, maintenant, on va revenir aux grandes, aux petites, micro-entreprises. C'est la définition classique. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer la très faible espérance de vie de ces petites et moyennes entreprises? La très faible espérance de vie de ces entreprises dépend de plusieurs facteurs. Premièrement, d'abord, par la qualité, le pourquoi l'entreprise est née. Il y a des entreprises, surtout les établissements, qui sont nés parce que ce n'est pas pour résoudre un problème de la société, mais pour résoudre peut-être un problème ponctuel. Peut-être parce que l'entreprise est née, parce qu'il a quelqu'un qui est dans les gérants du pouvoir, qui peut lui permettre d'avoir tel marché. Et généralement, c'est des entreprises de services qui sont nées de cette façon. Ce n'est pas des entreprises qui sont bien pensées et qui demandent et qui veulent résoudre des problèmes de société, des problèmes dont la nation en a besoin ou bien l'environnement économique en a besoin. Donc, c'est des entreprises qui sont nées parce qu'il y a telle situation qui se pose et c'est en ce moment qu'on crée ces entreprises. Et c'est normal que quand ces situations-là disparaissent, ces entreprises sont obligées de partir. Voilà la première raison. La deuxième raison aussi, c'est que c'est des entreprises familiales, mais qui ne sont pas bien pensées. Et souvent, c'est des héritiers. Et si nous constatons sur notre échiquier national ici, je ne veux pas citer de nom, mais il y a de grandes entreprises aujourd'hui, des PME, mais c'est des entreprises familiales qui sont nées parce que les parents ont peu de moyens et monsieur n'a pas trouvé ceci, bon, créer une entreprise. Il y a des entreprises qui ont réussi à surmonter
et cette partie. Mais généralement, c'est parce que ces entreprises-là ont ces entreprises. Il y a aussi le problème de financement. Parce que l'entreprise qui est née dans ces conditions, aller vers qui n'est pas bien structuré, qui n'est pas organisé, aller vers des banques ou bien aller vers des structures financières pour demander de financement, généralement, ces entreprises n'ont pas. Ce qui fait qu'elles périclitent. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas une étude. Et comme je l'ai dit, c'est fait de façon occasionnelle. Il n'y a pas une étude qui sous-tend cette création de ces entreprises-là. Ce qui fait que des études de marché, études de business plan, études de positionnement. Est-ce que ce que je veux mettre sur le marché, c'est bon? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est la demande existe? Tout cela, rien n'est fait de cela. On crée parce que il faut créer une entreprise. On va revenir plus en détail dans ces différents points que vous avez cités. Raoul Lustico, je me tourne vers vous. La même question. Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer la disparition subite, souvent observée, de ces petites et moyennes entreprises? Alors, merci beaucoup. Je n'ai aucune envie de répéter mauvais avis par rapport à ces raisons citées tout à l'heure. Mais je voudrais tout simplement dire et résumer que la plupart de ces entreprises sont créées à des coûts d'opportunité. La plupart du temps, il n'y a pas de vision. On ne sait même pas où est-ce qu'on veut y aller parce qu'on a peut-être un parent dans les girons de l'État, comme il a si bien dit, et qui vous a promis des marchés et puis bon, pas vous ouvrez et votre établissement, pour la plupart du temps, vous avez le marché. Après, le monsieur n'est plus là, l'établissement est fermé. Alors, cela voudrait dire que déjà lors des procédures de création des entreprises, il n'y avait pas un filtrage. Il n'y a pas une manière pour pouvoir demander à chaque promoteur, mais où est-ce que vous voulez aller avec votre entreprise? Donc, c'est vrai qu'on a fait des avancées louables au Bénin pour pouvoir créer des entreprises, c'est vrai, c'est bien, mais on pouvait mieux faire parce que l'absence de vision, l'absence de business plan, ça a fait que toutes ces entités-là qui sont créées aujourd'hui n'ont pas de vision. Et puis, l'autre chose également, c'est qu'il y a aussi le coût fiscal qu'il faut aussi ajouter parce que quand vous ouvrez aujourd'hui une entreprise, vous avez normalement des obligations fiscales et ces obligations fiscales font que beaucoup d'entités disparaissent et beaucoup d'entités disparaissent parce que l'environnement économique ne s'y prête pas et encore qu'en amont, ils n'avaient pas fait une étude de marché pour savoir ce qu'il faut vendre sur le marché et encore le coût fiscal vient s'ajouter, vous voyez un peu à la densité, ça devient très lourd et la conséquence c'est que le promoteur préfère carrément écrire une lettre pour dire bon, je veux suspendre des activités. Cela voudrait dire qu'il faut tout simplement d'abord penser ce qu'on veut faire avant de créer une entreprise. Pour créer une entreprise, il faut d'abord identifier un besoin réel. Lorsque le besoin n'est pas réel, alors ce que vous allez créer est éphémère. Vous voulez juste satisfaire à un besoin tout de suite et immédiat et sans pour autant penser au lendemain. Une entreprise est créée, doit être créée et vous devez gérer l'entreprise à court terme, à moyen terme et à long terme. Et la plupart du temps, les chefs d'entreprise qui créent des entreprises à des coûts d'opportunité créent des entreprises pour des raisons de court terme. Et là, la disparition, c'est une raison normale. Et puis, je pense qu'après ça, il faut aussi tenir compte d'un certain nombre de facteurs. Et ne peut pas être promoteur tout le monde. Ça, il faut le dire. Il ne peut pas être créateur d'entreprise tout le monde. Parce que si vous créez une entreprise, vous devez avoir des compétences, des potentialités avant de diriger une entreprise. La plupart du temps, vous prenez ces PME, PMI, celui qui dirige n'a aucune notion en gestion. Or, vous voyez, son problème, c'est l'argent. Or, pour gérer l'argent, il faut vraiment alors apprendre comment il faut gérer l'argent. La plupart du temps, l'absence de formation aussi entraîne naturellement ces promoteurs-là vers la fermeture de leurs établissements. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont obligées d'envoyer des gens en formation pour pouvoir maintenir un peu le système de contrôle interne est vraiment efficace. Donc voilà autant de raisons qui justifient un peu. Des raisons que nous allons justement approfondir durant cette émission. Alors, d'aucuns évoquent comme raison pour justifier ce fort taux de mortalité précoce, la forme juridique même de ces petites et moyennes entreprises qui sont majoritairement des établissements
à près de 80% même dans beaucoup de pays africains. D'après même des résultats d'une étude que j'ai citée tout à l'heure dans mon introduction réalisée au Cameroun en 2016 par le Centre d'analyse et de recherche sur la politique économique et sociale Camer Cap Park, les établissements présentent le taux de disparition le plus élevé avec plus de 82%, contrairement aux sociétés c'est-à-dire les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, SARL, qui présentent un taux de mortalité de 36%. Vous voyez bien l'écart, 82% et 36%. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer de telles fragilités des établissements par rapport aux SA et SARL et SARL en ce qui concerne la disparition des entreprises dans le temps? Oui, écoutez, vous savez, ça c'est une belle remarque qui est amère, et puis c'est une vérité, puisque vous savez, quand vous prenez les entreprises, nous avons pratiquement deux types d'entreprises, entreprises individuelles et entreprises à forme sociétaire. Les entreprises individuelles, la plupart du temps, vous voyez, votre poche est confondue à l'entreprise. Tout ce que vous faites, ça dépend de votre poche, et donc il n'y a pas une séparation entre votre patrimoine et le bien de l'entité. Ce qui fait que vous allez voir qu'au niveau des établissements, il y a beaucoup plus de laisser-aller. La personne ne se voit pas du tout dans une situation de contrainte, de respect des procédures. Il est toujours pressé pour faire sortir de l'argent. Il n'est pas là pour faire respecter les procédures de la maison. Et l'argent sort quand il veut, l'argent peut rentrer quand il veut. Il n'y a pas de normes. D'accord? Et puis tout se confond, tout se résume à lui-même. Et donc, tout ce qu'il a comme patrimoine est confondu tout simplement à l'entité. Alors, ce qui est contraire au niveau de la SARL. Au niveau de la SA, c'est encore plus corsé au niveau de la SA. Puisque lorsque vous avez un conseil d'administration, vous voyez qu'avant de prendre une décision, il faut réunir les gens et suivre les procédures, adopter et ainsi de suite avant de prendre une décision. Mais de l'autre côté, il est seul à prendre la décision. Donc, il peut dire, bon, aujourd'hui, je n'ouvre pas mon entreprise. Demain, il peut dire, je vais ouvrir mon entreprise. Il peut licencier tout le monde aujourd'hui. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il est libre. Vous voyez que le laxisme a fait que, naturellement, ça lui conduit vers la dérive. Et par conséquent, il est obligé alors de fermer. Donc, la plupart du temps, c'est parce que quand vous voulez créer une entreprise, vous choisissez entreprise à forme individuelle, c'est que vous-même, vous devez être très conscient que votre patrimoine n'est pas du tout à dissocier avec le patrimoine de l'entité. Mais si vous n'avez pas l'art de gérer bien votre patrimoine, c'est que vous aurez alors des difficultés à gérer. Et c'est ça, d'ailleurs, ce qui prouve qu'il y a un fort taux de mortalité au niveau des établissements. C'est très important de le souligner. Ce que vous voulez dire, c'est que les facilités de création et de conditions d'existence de ces établissements concourent un peu à la chose. Bien sûr, ça concourt exagérément à la chose d'ailleurs. Monsieur Poyon, je vous retourne la même question. Les établissements, par rapport aux sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée, vous voyez bien l'écart du taux entre les taux de mortalité. Est-ce que vous avez la même perception de la chose que monsieur Ostico? Exactement, j'ai la même perception que lui parce que une entreprise individuelle, comme c'est bien dit, les établissements, c'est l'entreprise individuelle, c'est mon entreprise. D'abord, moi-même, en tant que créateur, si je suis entrepreneur dans ce domaine, je ne suis pas outillé peut-être dans ce domaine où je suis parti. Et je n'ai pas de contraintes. Je n'ai pas de contraintes. D'abord, une entreprise, une SA par exemple, il y a un conseil d'administration, il y a un cahier de charges qui est dédié au directeur général qui dirige, au PDG. Il y a un programme annuel, il y a des objectifs qui sont fixés. Alors qu'au niveau de l'entreprise individuelle, pas d'objectif, pas de vision. Et il en fait sa propriété, alors que de l'autre côté, il est cadré par des procédures. Et aujourd'hui, il faut voir dans ces entreprises, il y a des manuels de procédures administratives et financières. Et donc, vous devez faire ces trucs-là. Il y a une comptabilité analytique. Enfin, il y a des outils de gestion dont vous devez faire cas si vous êtes dans ces entreprises-là. Et c'est ça qui fait que ces entreprises sont bien positionnées sur des niches, bien des marchés qui sont connus et les objectifs futurs sont développés par rapport à leur marché qu'ils ont aujourd'hui, ainsi de suite. Donc, alors que ce n'est pas le cas au niveau d'une entreprise individuelle où c'est le patron qui est tout, il est en même temps PDG, il est en même temps commercial, il est en même temps producteur, alors que
nous savons tous que dans la vie, on ne peut pas avoir toutes les compétences. Il faut le souligner aussi, il y a de ces entreprises, établissements en mallette. Bien sûr. Et le chef d'entreprise, il est tout comme vous le dites, il se déplace avec son entreprise à tout moment. Naturellement, c'est la triste réalité. Et cela se vit et se constate tous les jours que Dieu fait. Vous voyez, dès qu'il n'y a pas de contraintes pour la création de ces genres d'entreprises, on ne va qu'assister à des résultats pareils. Vous voyez, par exemple, une SARL, on vous demande déjà d'avoir un minimum de capital avant la création. Au niveau de l'établissement, on ne vous impose rien. On ne vous impose absolument rien. Au niveau de l'établissement, vous n'avez même pas un organigramme. Vous n'avez jamais d'organigramme, mais au niveau de la SARL, vous devez avoir un organigramme. Ça montre déjà comment est-ce que vous êtes hiérarchisé, vous êtes organisé. Or, au niveau de l'établissement, le monsieur, il fait tout ce qu'il veut. Donc, vous comprenez avec moi que ce n'est que ces faiblesses en termes de création là, qui entraînent ces entreprises-là dans la dérive. Et ça les entraîne naturellement à la fermeture. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter. Vous savez, les erreurs de gestion se payent cash. Les erreurs de gestion se payent cash. Donc, ils commettent des erreurs naturellement tous les jours que Dieu fait. Et ils payent naturellement cash les erreurs. Donc, c'est ça qui entraîne naturellement la fermeture de ces entités-là. Et il faut tout simplement essayer de revoir un peu les conditions dans lesquelles il faut créer les établissements. S'il faut naturellement soumettre des gens à l'élaboration d'un business plan, vous allez voir qu'on aura très peu d'entreprises qui seront créées parce que les entreprises qu'on crée à la date d'aujourd'hui sont créées la plupart du temps à des coûts d'opportunité. Il n'y a pas de vision. La personne ne sait même pas ce qu'elle veut faire l'année prochaine. Qu'elle travaille ou pas, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est de créer parce que quelqu'un lui a dit créer, je t'ai donné tel marché. Vous voyez, dans ce cas-là, la viabilité de ces entreprises, ça pose un problème. Ça pose vraiment un problème. Donc, il faut quand même essayer de repenser un peu les choses pour que l'économie vraiment puisse vraiment être relancée. Les établissements faciles à créer, mais les établissements qui disparaissent aussi facilement, il n'est pas rare de voir des établissements disparaître 1 an ou 2 ans après la création et revenir la 3e année sous d'autres noms. Ça existe également, M. Poyon. Bien sûr, ces cas existent parce que dans le temps passé, l'entreprise ou bien le promoteur s'était retrouvé dans une telle opportunité qui a peut-être fini ou bien qui n'a pas marché. Et aujourd'hui se repositionne sur une autre opportunité qui est en train de naître peut-être pour lui. Après avoir commis des erreurs durant l'autre opportunité. Bien sûr, bien sûr. Et c'est comme ça que la même personne peut être derrière au fil de 10 années sur plusieurs entreprises qui ne marchent pas et qui finissent par disparaître comme nous le voyons. Alors, vous avez parlé de la mauvaise gestion, et cela n'est pas que l'apanage des établissements, cela est général aussi bien aux établissements qu'aux sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée. Est-ce que la faible survie des PME ne pose pas également ce problème organisationnel ? Naturellement, ça pose un problème organisationnel. Vous voyez, vous prenez aujourd'hui les différentes catégories d'entreprises que nous avons, demandez-leur si elles ont des budgets. Vous allez voir que la plupart d'elles vont vous répondre tout simplement c'est quoi le budget. C'est quoi le budget? Vous demandez c'est quoi le budget. Or, le budget, c'est très important pour toute entité. Vous devez savoir où est-ce que vous voulez aller, comment mobiliser les ressources, comment dépenser vos ressources. La plupart du temps, c'est comme ça. Et allez-y voir le peu d'entités, le peu d'entreprises qui disposent de budget. Allez voir s'il y a la rubrique formation, la rubrique recyclage du personnel, la rubrique recyclage des dirigeants. Vous n'allez jamais voir ça. C'est très rare de voir ça. Mais comment est-ce que vous voulez atteindre l'efficacité sans pour autant vous cultiver, sans pour autant vous faire former? Ce n'est pas possible. Vous savez, les erreurs sont permanentes en entreprise. Mais l'idéal, c'est d'éviter les erreurs. Quand vous commettez une fois des erreurs en entreprise, il ne faut plus répéter les mêmes erreurs. Or, nous nous retrouvons dans une situation où le chef d'entreprise n'a pas une vision pour son équipe. Tout son problème, c'est l'argent. Or, l'argent est thésaurisé là, il ne sait pas comment gérer l'argent. Ça pose un problème. Vous voyez un peu? Donc, l'organisation est extrêmement importante pour toutes les entités. On leur demande par exemple de rédiger des manuels de procédure. Mais ça, c'est du basique. Quand vous demandez à une entité aujourd'hui, viens, va te rédiger un manuel de procédure, vous dites, mais ils vont faire quoi avec? On va faire quoi avec? Non, vous êtes procédural, on n'a pas besoin de telle procédure, on va décaisser de l'argent, c'est mon argent.
Et c'est ça, on vous dit, par la suite, c'est mon argent. Et après, quand on commet des erreurs et on tend vers le déclin, on vous appelle pour le dire, pour vous dire tout simplement, venez redresser la maison. Vous voyez, ça pose un problème et c'est contradictoire. Vous voyez, on ne peut pas vouloir quelque chose au contraire. Quand on veut mettre en place une entité, ça a des exigences. Vous savez, n'est pas financier qui veut, n'est pas commercial qui veut, n'est pas promoteur d'entreprise qui veut non plus. Il faut s'armer pour, il faut s'apprêter pour. La plupart du temps, les gens pensent que l'aventure entrepreneuriale, c'est une aventure facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Il y a beaucoup de péripéties à l'intérieur. Et il faut se préparer pour. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, vous allez voir des gens qui n'ont absolument jamais travaillé pour quelqu'un, d'accord, mais qui ont créé une entreprise. Allez-y voir, la plupart du temps, ils échouent. Parce qu'ils n'ont jamais appris des erreurs des autres. En entreprise, on vit à bas des erreurs. Et les erreurs forment l'homme. Mais vous n'avez jamais travaillé avec quelqu'un, vous n'avez jamais appris quelque chose. Et vous initiez, vous vous levez tout simplement, vous créez une entreprise. Mais vous allez commettre beaucoup d'erreurs, assez d'erreurs. Moi, j'ai créé mon cabinet parce que j'ai appris dans des structures, j'ai appris des erreurs des autres. Et ces erreurs-là font qu'aujourd'hui, je ne vais plus les commettre. C'est pour vous dire qu'on ne sort pas de Nilo, on ne sort pas de nulle part pour créer une entreprise, dire je suis chef d'entreprise. Mais la plupart du temps, ils créent des entreprises pour avoir des cartes de visite. Et quand on crée aujourd'hui, l'année prochaine, on va encore en créer. Il y avait une disposition fiscale qui avait naturellement nourri encore ce système-là par le passé où on disait quand vous avez une nouvelle entreprise, on va vous faire des organisations de 100% pour la première année. Mais écoutez, les gars, on ne commence pas à créer des entreprises chaque année. Parce que quand ils créent cette année, l'année qui suit, ils créent encore une autre. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Après, l'État dit, mais écoutez, les contribuables me prennent comme des fous là. Il faut que je cadre un peu la disposition. Donc on dit, bon, je vous étale alors les exonérations sur 3 ans. Donc première année, je vais vous faire 25%. Deuxième année, 25%. Troisième année, 25% d'abattement. Donc, ça permet quand même au moins à l'État de garder cette entreprise, cette PME-là, au moins pendant 3 ans. Alors, vous voyez, donc, dans tout ça, et puis, dans le même temps, la seule personne pouvait avoir plusieurs établissements au Bénin. Mais aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Si vous avez déjà un établissement, vous ne pouvez plus créer encore un autre établissement en votre nom. Vous voyez, ça, c'est des réformes qu'il faut également saluer au niveau de notre système de création des entreprises au Bénin. Et puis, c'est vraiment louable. Sinon, on va se retrouver au soir de notre vie avec tellement d'entreprises où vous allez voir que c'est quelques individus qui sont derrière ces entreprises-là. Or, ces individus-là, ils avaient créé cette entité-là à cause des coûts d'opportunité. Et l'autre chose qui fait fuir les gens, c'est que quand vous avez une nouvelle entreprise, d'accord, et vous avez géré, vous avez des coûts fiscaux à payer, vous ne les payez pas, et vous pensez que cela ne pourra pas vous rattraper, ils les laissent, ils créent encore une nouvelle entreprise, toujours à cause des exonérations, toujours à cause des avantages fiscaux. Donc, vous voyez, ils créent encore une nouvelle entité, ils attendent encore les avantages pour pouvoir encore bénéficier. Et puis, on ne peut pas tricher avec soi-même durant longtemps. Non, en entrepreneuriat, on ne triche pas avec soi-même. Ça finit par rattraper. Ça finit toujours par rattraper. Alors, en parlant de problèmes organisationnels, vous avez touché la question de gestion comptable, gestion financière. Et il y a également l'autre point qu'on pourrait toucher, M. Poyeron. Il s'agit de la qualité de la main-d'œuvre ou, en d'autres termes, la qualité des ressources humaines. Oui, c'est vrai. Et en attendant d'aborder cet aspect, moi je dirais pour le cas du Bénin, en question d'entreprise, je pense que de façon globale, notre modèle économique s'y prête. Pourquoi? Parce que nous avons un modèle économique commerçant. Et aujourd'hui, c'est tellement si criard que si nous regardons déjà à la base dans nos universités, même déjà dans nos classes techniques, combien d'élèves nous avons dans les classes techniques, dans les classes C, dans les classes D et autres? Nous en avons très peu. Au bac C et au bac D, nous en avons très peu. Ce qui veut dire que notre système économique, c'est un système commerçant. C'est un système de services. Et ça entraîne directement la qualité de la main-d'œuvre que nous avons sur le marché. Et c'est pourquoi les entreprises qui sont créées sont presque à 90% des entreprises de services. D'où le problème de main-d'œuvre pour des entreprises aujourd'hui qui sont dans le domaine de la transformation, dans le domaine technique. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, je pense que c'est vrai,
sur le côté gestion, nous en avons assez. Nous en avons assez. Nous en avons parce que les cabinets de comptabilité foisonnent partout, ainsi de suite. Mais il faut voir, nous n'avons pas assez d'ingénieurs. Nous n'avons pas assez d'informaticiens. Nous n'avons pas assez de techniciens. Les ingénieurs, c'est pas ce qui manque quand même au Bénin. Transformer. Ah, monsieur le journaliste, ça manque beaucoup. Ça manque beaucoup. Et je n'ai pas les statistiques. Ça manque dans un certain domaine, vous voulez dire? Dans presque tous les domaines. Parce qu'aujourd'hui, la valeur ajoutée, la richesse que nous devons créer pour nos produits, nous n'arrivons pas à le faire. Nous avons des produits qui sont encore dormants et presque traditionnels que nous exportons de cette manière. Alors que si nous avons mis en place un système, et si je prends le cas de la Côte d'Ivoire par exemple, si vous voyez le ratio des entreprises, des services et des entreprises industrielles, ce n'est pas la même chose qu'au Ghana et qu'au Bénin ici. Presque 95% de nos entreprises sont dans de services, alors qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même chose. Transformer des cacao, transformer de l'huile de palme, il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est encore au Bénin très faible. C'est un truc qui est en balbutiement parce que la contribution de l'industrie par rapport au PIB, si on regarde la sous-région, nous sommes dans l'ordre de 10%, mais au Bénin, je peux dire globalement, nous sommes à 5%. C'est très très faible. D'où c'est le modèle économique que nous devons inverser si nous voulons vraiment créer de la richesse. Inverser le modèle économique ou bien inverser la formation du capital humain en fonction des besoins de l'économie? Si nous inversons le modèle économique, cela va entraîner la formation des cadres, des techniciens, ainsi de suite, qui vont alimenter ce modèle pour pouvoir créer la richesse et faire développer le pays. Moi, je prends par exemple un simple exemple. Quand nous voyons aujourd'hui le véhicule, la vente des véhicules d'occasion, mais quand je vois tout ce monde autour près de 10 personnes autour d'un petit véhicule à vendre pour se partager. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Donc, cela veut dire que c'est le modèle que nous avons intégré dans notre système économique. Et ce système-là ne crée pas de la valeur ajoutée. Ce que vous demandez, c'est de former pour le secteur de la transformation, le secteur secondaire également. Voilà, former assez de personnes pour que nous puissions revaloriser nos ressources agricoles et pouvoir créer la richesse. Parce que là, ce n'est que des services que nous faisons. Et là, ça ne donne pas. Et la preuve, vous voyez, nous sommes envoyés par les produits des autres parce que nous n'arrivons pas à transformer ce que nous avons et nous n'arrivons même pas à consommer le peu que nous avons. Alors que nos entreprises pourraient transformer ces produits et créer de la richesse et créer de l'emploi. Alors, à vous entendre, on a comme l'impression que le choix des secteurs d'activité par ces PME concourt également à leur fort taux de mortalité. Bien sûr. Et je donnerai le cas que je connais un peu, le cas d'un pays comme la Tunisie, par exemple. Je peux dire, là-bas, quand il y a des domaines, les études sont faites par le système étatique, où on dit, voilà, dans tel domaine, nous voulons des entreprises. Et il est arrivé, pour le cas que je connais, où il y avait des entreprises de tomates, beaucoup, arrivé à un moment donné, ils ont dit, écoutez, nous n'avons plus de place pour créer une entreprise de tomates. Allez dans d'autres secteurs, et voilà les secteurs qui sont. Et ça, ce n'est pas l'individu qui fait ça, mais c'est l'État qui, avec les directions techniques, macroéconomiques et autres, par exemple, là où il y a la direction générale de l'industrie, où on donne les autorisations d'installation, pour dire, ça, vous ne pouvez plus aller dans ce domaine parce que c'est saturé. Compte tenu de ce que nous savons pas, les chiffres, vous ne pouvez plus. Donc l'État doit faire ce cadrage-là pour orienter les entreprises, les créations d'entreprises vers des secteurs qui ont besoin que les gens y arrivent. Alors, Monsieur Ostico, même constat, parce que au Bénin, par exemple, c'est le secteur tertiaire, commerce
et services qui est un peu, je dirais, il y a un trop-plein. Est-ce qu'il faut former, puisqu'on parlait de la main-d'œuvre, pour le secteur secondaire, c'est-à-dire la transformation, et le secteur primaire, l'agriculture, et bloquer finalement la création des entreprises pour le service et le commerce? Oui, vous savez, c'est un choix. Et en la matière, c'est une décision étatique. Il faut que l'État central se dise, oui, on a beaucoup d'entreprises dans le secteur des services. Vous savez, la plupart du temps, pour maintenir une économie debout, il faut investir, il faut produire, il faut distribuer, il faut consommer. Vous voyez, c'était 4 étapes. Mais nous nous retrouvons à la dernière étape, à la consommation. C'est-à-dire nous avons occulté l'investissement, nous avons occulté la production, et nous distribuons tout simplement et nous consommons. Sans transformer. Sans transformer. Vous voyez un peu, dans ce cas-là, tout ce que nous sommes en train de consommer aujourd'hui, là, si nous ne les produisons pas en amont, on ne pourra plus alors consommer plus tard. Donc l'économie est claire. Donc s'il faut former aujourd'hui, il faut donner des autorisations aujourd'hui, c'est de faciliter, d'accord, la création des entreprises dans ces secteurs-là. Secteur primaire, secteur secondaire. Ces 2 secteurs sont délaissés. L'autre chose, l'autre constat amer, vous allez remarquer que surtout dans le secteur service, la plupart des entreprises font les mêmes choses. Même chose, même situation géographique, et voilà. Vous voyez un peu, ça, c'est des difficultés parce que, en fait, vous allez les entendre dire j'aime mon marché, j'aime ma clientèle, j'aime les éléments qui vont venir vers moi. Mais la dernière fois, pour les rentrées passées, j'ai vu des stands. Sur un même tronçon, j'ai vu pratiquement 3 stands de 3 entités différentes qui faisaient la même chose. Alors, c'est où la différenciation? C'est où la différenciation? Il n'y a pas de différenciation. On ne peut pas être ensemble et faire les mêmes activités au même moment et au même endroit et penser pérenniser l'économie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce qu'avant de vendre les cahiers, par exemple, c'est quelqu'un qui a produit les cahiers. Bien sûr. Mais pourquoi ne pas aller en amont, d'accord, pour pouvoir produire davantage les cahiers avant de commencer alors par les distribuer, les consommer? Donc c'est pour vous dire que l'économie a des principes. C'est pas des paroles d'évangile, mais quand vous sautez l'étape d'investissement, vous sautez l'étape de production et vous tombez directement sur la consommation et sans occulter bien sûr la distribution, c'est que vous êtes en train de fragiliser l'économie. Parce qu'on ne peut pas baser l'économie uniquement sur la consommation. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous ne faisons que consommer. Alors, vous l'avez dit, il faut repartir en amont, produire, transformer avant de consommer. Oui. Mais est-ce que l'environnement des affaires est favorable? Parce qu'aujourd'hui, les PME sont également confrontés à des difficultés telles que l'accès au financement au niveau des banques commerciales. Et puis, il y a l'environnement de la fiscalité qui n'est pas forcément assez incitatif pour ces petites et moyennes entreprises. Oui, c'est vrai que je peux dire, découlant de ce que nous venons de dire rapidement, mon collègue vient de le dire, en fait, tout s'enchaîne. Si le modèle que nous avons mis en place tient compte de tout ce qu'il vient de dire, production, tout ça là, et la preuve, la belle preuve que nous avons par rapport au financement dont vous parlez, c'est quoi? Mais nous avons combien de banques d'investissement parmi ces banques? C'est seulement une seule que je sais aujourd'hui qui est une banque d'investissement qui s'est installée tout récemment, la BAIC. Sinon, tous les autres... La BAIC qui a déjà coulé. Ah, encore. Donc ça, je ne sais pas. Mais donc, pour vous dire, toutes les autres banques sont des banques de commerciales. Donc, c'est le modèle aussi. Concernant le financement et l'environnement, je pense que l'État a mis en place ce qu'il peut parce que c'est son modèle qui lui permet de faire cela. Il a des structures que l'État a mis en place pour encadrer ces PME. C'est vrai, je trouve que ce n'est pas suffisant. Mais ces structures existent et font quand même des appuis à des entreprises, aux PME. Concernant le financement, je dirais que, en fait, le
Le problème de financement, pour moi, ça ne s'oppose pas au niveau des entreprises. Parce que si les entreprises sont dans un système de non-vision, pas d'objectif, pas de budget, et n'ayant pas un cadre bien requis qui rassure le banquier, c'est normal que le banquier ne puisse pas débourser de l'argent. Il y a des entreprises dont les banques appellent pour dire venez prendre de l'argent. Mais il y en a d'autres qui déposent toujours, mais qui n'ont pas. Parce que les banques ont leurs conditions de financement. Et ça, c'est clair. Donc, c'est ce que nous venons de dire par rapport... Une chose est de financer, mais derrière, il y a le taux d'intérêt qui ne favorise pas forcément en fonction des activités que ces entreprises font. C'est vrai, je suis d'accord un peu pour le taux d'intérêt, mais les banques sont dans un système. Et quand vous êtes au niveau de la BCEAO et quand la BCEAO vous prend 10%, mais c'est normal que vous aussi, vous répercutez ou quelque chose sur, ils sont entre 7 ou bien, vous répercutez ça sur votre client. C'est normal. Donc, dans le système, l'environnement lumois aujourd'hui qui oblige les banques à mettre ce taux. Mais cependant, l'argent, moi je dis, si une entreprise, elle est sérieuse, elle a une vision, un budget, et travaille bien, et a des objectifs précis, je ne suis pas sûr, je suis certain que les banques font courir vers ces entreprises-là. Mais quand c'est une entreprise dont tout le patrimoine est dans une mallette, c'est normal que l'entreprise, que les banques n'aillent pas vers ces entreprises, parce qu'ils ne sont pas sûrs de se retrouver dans leurs sous après avoir mis de l'argent. Et aujourd'hui, si vous faites l'enquête, vous allez voir, beaucoup de gens ont fait des nantissements, des immeubles au niveau des banques. Mais il y a des impayés. Et même aujourd'hui, des banques ne veulent même plus ces immeubles-là parce que les ventes aussi, c'est un problème. Alors, Monsieur Rustico, l'environnement des affaires, pour produire, comme vous l'avez dit, pour transformer, comme vous l'avez dit, il faut que l'environnement s'y prête. Le financement, la fiscalité, c'est pas toujours aussi favorable. Oui, vous savez, je disais à la dame que quand vous voulez être chef d'entreprise, vous attendrez beaucoup de péripéties, parce que le monde entrepreneurial, c'est un monde qui est rempli de beaucoup de mots. Alors, vous savez, le problème de financement, c'est un problème majeur qui demeure au niveau des PME. Aucune banque n'est prête aujourd'hui au Bénin, d'accord, à accompagner une entreprise naissante. Aucune banque, il n'y en aura pas. Parce qu'elle n'est même pas prête pour partager ce risque-là. Puisque le produit que vous avez, la vulnérabilité, la banque n'est pas en mesure réellement de vous dire « Ah oui, c'est un produit à succès et je peux aller investir ». Puisque la banque est là pour partager le risque. Et lors du partage du risque, c'est que la banque se rassure que oui, l'argent que je veux mettre dans ces activités, je pourrais alors les récupérer. Donc, l'argent doit pouvoir être en mesure de générer, d'accord, des bénéfices pour que je puisse également être payé. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas de banques de développement. Nous n'avons que des banques commerciales. Nous n'avons que des banques commerciales au Bénin. Vous allez dans la sous-région, ailleurs, il y a même une banque qu'on appelle la banque de l'entrepreneuriat. Une banque qui ne finance que les startups, qui ne finance que les jeunes entrepreneurs, qui ne finance que les entreprises naissantes. Mais vous savez, vous ne pouvez pas naître aujourd'hui avec des dents. Il faut de parcours, il faut de parchemin. Mais pour ce faire, il faut quand même qu'on vous accompagne. Et l'accompagnement, c'est vrai, c'est bien beau. L'État béninois, par exemple, a mis en place le fonds FNPEJ dans ce pays. On a vu ce que les jeunes ont fait avec l'argent. Ils sont allés prendre de l'argent de FNPEJ avec des colorations politiques pour pouvoir aller faire tout ce qu'ils veulent. Celui qui va acheter véhicule, aller acheter véhicule. La faute aux jeunes ou bien à l'État qui n'a pas su encadrer son projet. La faute au système qui est mis en place. La faute au système qui est mis en place. Vous savez, on ne peut pas donner de l'argent à quelqu'un qui ne s'y connaît pas. On ne peut pas donner de l'argent à quelqu'un qui n'est pas prêt pour. Vous voyez, la faute au système. La faute au système parce que vous allez au GUF aujourd'hui, vous voulez créer une entreprise. On ne vous parle même pas des conséquences fiscales de votre création. On ne vous dit rien, mais vous créez. Vous avez votre registre de commerce, vous avez votre journal officiel, vous avez les documents permanents, vous partez. Mais après, le fils est derrière vous. Mais si tant est que on fait d'abord un coaching pour ces créateurs d'entreprises-là, on leur dit, pour créer une entreprise, voilà les obligations dans lesquelles vous devez vous retrouver. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, avancez. Si vous n'êtes pas prêts, alors là, attendez d'abord. Soyez prêts. Parce que vous savez, ce monde-là, c'est un monde fou.
C'est un monde fou. Donc, si vous voulez avoir du financement, si vous n'êtes pas organisé, comme il a dit, vous ne pouvez jamais être accompagné. Jamais être accompagné. Donc, la banque est là pour savoir est-ce que j'ai la garantie de récupérer mon argent. Si je n'ai pas la garantie de récupérer mon argent, la banque ne peut pas partager un risque à taux zéro. Vous voyez un peu, c'est ça. D'où la nécessité de créer des écoles de formation pour l'entrepreneuriat. Et là, j'aborde les solutions, puisque nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, quelles pourraient être, selon vous, les mesures et stratégies pour améliorer la longévité des PME en Afrique subsaharienne? Monsieur Poyon. D'abord, il faut que les États changent leur modèle économique. Il faut que ce soit des modèles qui puissent être modèle production, modèle distribution, modèle consommation. Le tout réuni dans un même système. Il ne faut pas que un système, l'autre dépasse l'autre. Le système, il faut que la balance soit équilibrée. La balance soit équilibrée. Tout ça. Deuxièmement, il faut cadrer. Il faut cadrer l'implantation de ces PME. Il ne faut pas laisser à tous azimuts n'importe qui rentrer dans un secteur parce qu'il a des moyens et ainsi de suite. Après, il faut mettre en place un système d'accompagnement, surtout pour les startups. Il faut mettre un système sérieux, pas qu'il y ait une coloration politique, pour mettre un système d'accompagnement. Et derrière, surtout, il faut former. Il faut former les gens. Ne pas verrouiller le système de formation et former les gens, ça c'est très important. Monsieur Siko. Oui, moi je voudrais aussi dire que pour les chefs d'entreprise, il faut vraiment donner priorité à la formation. J'ai parcouru beaucoup d'entreprises de la place, j'ai remarqué que la formation est relevée au second rang. Ça ne leur dit absolument rien. Vous imaginez par exemple pour une nouvelle année, on vote une loi de finances, vous demandez à une entreprise de venir suivre une formation sur la loi de finances. Mais elle n'est pas prête pour venir. La direction générale des impôts en a organisé gratuitement. Les gens ne sont pas prêts pour aller écouter. Mais comment vous voulez améliorer alors vos performances? Comment vous voulez défendre alors vos dossiers si vous avez des difficultés fiscales? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, lors de la création déjà, il faut un coaching. Ça, j'ai commencé par insister là-dessus depuis fort longtemps. Il faut vraiment commencer par armer les gens mentalement pour qu'ils puissent comprendre ce qui les attend. Parce que vous pouvez créer aujourd'hui une entreprise le 31 décembre, vous devez alors l'impôt de l'année. Vous devez l'impôt de l'année. Mais si la personne n'est pas prête pour payer l'impôt de l'année, pourquoi vous le laissez alors créer? Donc après, c'est pour avoir alors un portefeuille d'entreprise carrément morte. Et puis les entreprises sont mortes. Et puis par conséquent, on va se dire, on va faire des statistiques après pour dire, à notre niveau, nous avons créé telle entreprise aujourd'hui, mais combien d'entreprises survivent après les créations? On ne fait pas encore ces statistiques-là de façon vraiment concrète. On ne fait que papoter un peu dans les chiffres. Et puis, ce n'est pas encore ça. Donc, pour soutenir une économie, il a dit, il faut d'abord prioriser les investissements. C'est très important. Et l'État a sa responsabilité. C'est vrai que le coût des investissements est là pour pouvoir favoriser la tâche quand même à beaucoup d'entreprises qui veulent alors investir. Mais combien lisent le code? Mais combien lisent le code? Vous voyez, parce que vraiment, c'est un problème sérieux. Combien lisent le code? Il faut quand même faire des communications, des vulgarisations du code en la matière. Promouvoir également, mettre l'accent sur la production, d'accord, avant de parler de la distribution et de la consommation. Dans ces 4 étapes-là, je pense que nous ne pourrons pas avoir une économie vraiment durable. En une minute, est-ce qu'il faut également penser à une politique de mutualisation des forces des PME? C'est les mettre ensemble pour les rendre plus forts, plus compétitifs. C'est très important. Ailleurs, c'est déjà possible. Ailleurs, beaucoup de gens ont déjà expérimenté cela et ça marche. On les met en coopérative, ils s'associent en des groupements d'intérêt économique parce qu'on a des compétences diverses. On s'organise pour pouvoir exécuter le marché. Et ça donne toujours, ça marche. Mais le problème, c'est un problème de leadership. Parce que les gens ne savent pas rester ensemble au Bénin, et surtout en Afrique, surtout. Les gens ne savent pas rester au Bénin. Je veux être toujours le leader. C'est moi, ce qui doit être. C'est ça qui va naturellement freiner alors cette belle idée-là. Monsieur Poyon, un mot avant de mettre fin un terme à cette émission. Il faut mutualiser effectivement les efforts, essayer de créer des conditions pour que les gens puissent rester ensemble et fédérer leurs efforts, leurs techniques pour pouvoir créer de la richesse pour que les PME
vivre bien. Et surtout encourager ces efforts à rester ensemble. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Mathieu Koyohon, expert en développement des entreprises. Rodrigue Raoul Rustico, vous êtes fiscaliste, auditeur senior, associé gérant du cabinet Phoenix Management. Merci à vous d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco. Vous pouvez également le suivre sur notre site www.sikatv.info. Prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout restez avec nous. L'information revient sur Sika.